Alors, quelles seraient les concessions russes? Question posée hier dans le bureau ovale. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, stopping taking the whole country. Pretty big concession. On n'est pas là pour essayer encore de faire semblant qu'on peut battre la Russie ou que l'Ukraine peut battre la Russie ou que l'Ukraine peut faire quelque chose. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors cette vidéo je la fais tard parce que j'ai attendu toute la journée de voir un média mainstream ou un média occidental reprendre cette partie de l'intervention de Trump à la Maison Blanche sur Fox News. Parce que, ça y est, les carottes sont cuites, les Européens sont obligés de reconnaître la vérité. C'est ce que Donald Trump dit ici. Tout le monde se posait la question de c'est quoi la contrepartie à tout ce que les Américains imposent aux Ukrainiens. Eh bien, désormais, on le sait. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Nous allons partir sur une séquence de C'est à vous. Patrick Cohen va résumer à peu près les choses, va résumer la réaction de Trump. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut tout remettre dans le contexte. Tout part de cette information. Ici, je pense. Voilà. Mettre fin à la guerre en Ukraine. C'était niette jusqu'à maintenant. La Russie se dit enfin prête à conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président des États-Unis parle d'un accord et nous sommes prêts à conclure un accord, mais certains éléments spécifiques doivent encore être peaufinés. Cette interview à une chaîne américaine intervient après une nouvelle vague de frappes russes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une salve de 70 missiles et 145 drones lancés par la Russie sur 6 régions ukrainiennes ont fait des dizaines de blessés et de morts. Donald Trump s'en était agacé sur son réseau social. Je ne suis pas content des frappes russes sur Kiev. Inutiles et très mal placées. Vladimir, arrête. 5000 soldats meurent chaque semaine. Concluons l'accord de paix. À Washington, le secrétaire de l'OTAN estime qu'il revient à la Russie et non à l'Ukraine de faire avancer les négociations et pense que le chemin vers la paix va dans le bon sens. Je pense vraiment que des pas de géants ont été accomplis au cours de ces derniers jours. Emmanuel Macron a de son côté appelé Vladimir Poutine à cesser de mentir quand il dit vouloir la paix, tout en continuant de bombarder l'Ukraine. Voilà. Ici, ce qui est hypocrite, c'est que dans cette séquence, ils sont en train de montrer Marco Rutte en train d'intervenir devant la Maison Blanche. Donc, ils ont la séquence de Trump où Trump, il dit que la concession de l'Ukraine, c'est de pouvoir sauver son pays. Ce que l'Ukraine gagne en signant l'accord de paix maintenant, c'est d'éviter que tout son pays soit pris. Et donc, je vous avais parlé avant ça, où je vous ai fait le lien entre le fait que les États-Unis, maintenant qu'ils ont sécurisé leur deal sur les minerais stratégiques avec la Russie et avec ce qu'ils sont en train de faire dans l'Est du Congo, ils n'ont plus besoin de l'Ukraine. Et concrètement, c'est ce qu'ils sont en train de montrer aux Européens. Puisque les Européens, pendant longtemps, ont voulu faire chanter Trump en disant que voilà, si Trump il va nous prendre les minerais, il doit le faire à nos conditions. Il ne pourra pas lâcher l'Ukraine comme ça. Il faut qu'on obtienne des concessions de la part des Russes. Et surtout, il faut que nous aussi, on ait notre part en Ukraine. Ils ont fait capote les 2 propositions américaines faites à Zelensky. Et depuis que Trump a fait avancer ses négociations économiques avec la Russie, la réouverture des ambassades et tout ça, et il est en train de faire accélérer la désescalade au niveau de l'Est du Congo, il n'y a plus aucune discussion sur les minerais. Ils ont mis en stand-by le minerai. Maintenant, c'est devenu, on veut sortir de là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire le business avec les Russes. Et ils veulent sortir de là parce que quand on mettra un terme à tout ça, il y aura une deuxième phase que les Européens semblent vouloir ignorer. Ils vont devoir payer. L'Ukraine va devoir payer. Et ce tour-ci, comme les États-Unis ne prennent pas ces minerais, ils vont tout arracher. C'est ça que les Européens semblent oublier.
Et donc, comme je vous avais promis, déjà, premièrement, avant d'arriver à l'intervention de Patrick Cohen, vous avez attendu des insinuations comme quoi la Russie viserait intentionnellement les bâtiments civils ukrainiens. Après 3 ans de guerre, je pense qu'on compte moins de bâtiments civils visés en Ukraine que de bâtiments civils visés là où vous savez. Et donc, écoutez ici la réponse de Sergueï Lavrov qui a tenu à laver les insinuations qui étaient proférées contre son pays à cause de ce que cette dame journaliste anglaise a voulu insinuer. Et la réponse, elle est ici, dans cette vidéo. President Trump has said publicly the Russian strikes are not necessary and very bad timing. Vladimir, stop, was his quote. What made it worth killing civilians when Ukraine says it's ready for a ceasefire? We only target military goals or civilian sites used by the military. President Putin expressed this for so many times, and this is not different this time as well. So was this an intentional attack then, not a mistake? If this was a target used by the Ukrainian military, the Ministry of Defense, the commanders in the field have the right to attack them. Voilà. Et donc, les Russes ne se défaussent pas, contrairement aux justificatifs que les Européens acceptent de l'autre côté, au Moyen-Orient, où juste on dit, bon, il y avait des gens ici, parmi la population, il fallait les attendre, donc on a rasé le bâtiment. Et ils disent, nous visons les bâtiments civils si on sait que c'est utilisé à des fins militaires. Ils ne disent pas qu'ils ne visent pas. Ils ont dit qu'ils visent s'ils savent que c'est à des fins militaires. Et vous avez bien vu le sous-jado qu'ils ont essayé de nous vendre, quand tout le monde a commencé à comprendre qu'ils avaient pris un bâtiment civil pour faire une cérémonie militaire et qu'il y avait là-dedans, soi-disant, des militaires ukrainiens, mais aussi des militaires de l'OTAN, et spécialement parce qu'on voulait taper ces militaires-là qu'on a tiré 2 missiles. On ne sait pas si le deuxième était un Iskander et si c'était russe. Ce qui est sûr, c'est que le premier, il était russe. Et donc, la Russie ne se défausse pas. Ils vous disent, si on touche un bâtiment civil et que vous voyez que ça tombe bien dessus, c'est qu'il y a une raison. Sinon, ils raseraient tous les bâtiments civils. Il y a moins de bâtiments civils rasés par les Russes que de l'autre côté du Moyen-Orient, comme je le répète encore. Et maintenant, allons sur la pleurnicherie des Occidentaux avec cette chronique de Patrick Cohen. Manchette du Monde, c'est l'Ukraine. L'Ukraine sous très forte pression diplomatique et militaire. Oui, le pays de Zelensky dans une situation infernale et inimaginable il y a encore 3 mois. Situation très bien résumée par la manchette du Monde cet après-midi. L'Ukraine prise en étau entre Poutine et Trump. Poutine qui bombarde et Trump qui pousse à accepter un accord de paix aux conditions de Poutine. Voici d'abord comment le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, évoquait un éventuel accord. C'était hier soir dans un entretien à la chaîne américaine CBS. The statement by the president mentions a deal and we are ready to reach a deal. President Trump is probably the only leader on earth who recognized the need to address the root causes of this situation. When he said that it was a huge mistake to pull Ukraine into NATO. Les fameuses causes profondes du conflit évoquées à tout bout de champ par les Russes et encore aujourd'hui par Donald Trump. Dans une interview à Time Magazine, je pense que ce qui a déclenché la guerre, c'est quand ils, les Ukrainiens,
ils ont commencé à parler de rejoindre l'OTAN. Rappelons que cette entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était, avant l'invasion, pas du tout à l'ordre du jour, mais que ce mensonge est martelé à Washington pour accuser Kiev d'être responsable du conflit. Non, voilà. Lui, toujours en train de maquiller la vérité. Les Ukrainiens ne l'ont pas demandé, c'est Joe Biden qui avait envisagé ça comme possible, que l'Ukraine puisse intégrer l'OTAN. Sans doute la promesse de pourquoi j'ai perdu la vidéo où il y a quelqu'un qui travaille pour l'OTAN qui disait que nous étions déjà en train de former l'armée ukrainienne pour qu'elle soit au standard de l'OTAN. Donc l'armée ukrainienne qui a été déroutée par les Russes dans la première phase de ce conflit, c'était une armée otano-ukrainien, comme dit, comment il s'appelle, Xavier Moreau. Et que font les Russes en se disant prêts à un cessez-le-feu, comme on vient de l'entendre? Eh bien, ils intensifient leurs bombardements sur les populations civiles. Une centaine de drones lancés contre l'Ukraine la nuit dernière, 5 morts. Et la nuit d'avant, 12 morts dans un quartier résidentiel de Kiev lors de l'attaque de la capitale la plus meurtrière depuis 1 an. Alors, nous sommes vendredi 25 avril, 20h. Je vous demande, si vous voyez cette vidéo demain, ça sera samedi, regardez qu'est-ce qui s'est passé à Gaza le même soir. Et demandez-vous, est-ce que eux là, tous, ils ont dit un mot pour ce qui s'est passé à Gaza, où il y a eu encore plus de civils qui sont décédés. Et donc là, venez pas me dire le double standard, le double discours, le double machin, l'hypocrisie. On est en train de s'offusquer d'une tragédie, certes, mais une tragédie dont on connaît les paramètres. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'ils font ça. Et ils font ça quand ils sont fondés, selon eux, à le faire. Ils peuvent se tromper, mais ils le font quand ils sont fondés à le faire. Alors que de l'autre côté, bien souvent, ce n'est pas fondé, mais on vous dit, pour être sûr, nous, on fait seulement. Et personne ne s'offusque, et là, vous le constatez. Dans cet édito, il n'est pas question des autres dingues qui sont de l'autre côté du Moyen-Orient. Enfin, qui sont de l'autre côté de la mer. Continuons. Vous voulez voir l'accord Trump-Poutine? Eh bien, regardez, mon immeuble et ses décombres. Tout est détruit. Peut-être qu'il faut qu'on accepte n'importe quel accord après tout. Qu'on fasse tout pour que ces attaques ne se reproduisent plus. C'est tout ce qu'on veut. Que l'Ukraine accepte n'importe quel accord, c'est justement le programme commun, en quelque sorte, des Russes et des Américains. À noter que le missile qui a pulvérisé cet immeuble est de fabrication nord-coréenne, avec des composants en majorité américains, vient de déclarer Zelensky dans un communiqué, ce qui montre la faible étanchéité des embargos. Franchement, qui donne encore de l'importance aux déclarations de Zelensky? Combien de fois on l'a vu déclarer tout et n'importe quoi pour essayer d'entraîner l'OTAN dans un conflit avec la Russie? Vu des images du carnage, Trump s'est quand même senti obligé de réagir aux incartades de son partenaire ou quasi-allié, si l'on peut dire. Je ne suis pas content des bombardements russes. Vladimir, arrête, a-t-il posté, comme s'il sermonnait un chenapan, alors que Zelensky, qui n'est jamais lui appelé Volodymyr, est traité en quasi-criminel. Quel est donc le plan américain que Washington tente de faire avaler? Voilà, nous arrivons au cœur de la vidéo. Écoutez bien cette séquence. Tout ce qu'on demande aux Ukrainiens de faire, et surtout la réponse de Trump à qu'est-ce que les Russes font comme concession. À Kiev, et dont l'émissaire américain Steve Witkoff vient de parler à nouveau aujourd'hui avec Poutine pendant 3 heures de discussion constructive, dit un communiqué du Kremlin. Quelle est la teneur de ce plan? D'après l'agence Reuters, il est aux conditions de Moscou. Il coche la plupart des demandes de l'agresseur. Les États-Unis seraient prêts à reconnaître l'annexion de la Crimée, ce que confirme Trump dans son interview à Time, mais aussi le contrôle de la Russie des régions qu'elle a conquises à l'Est. Le conflit serait gelé
autour de la ligne de front actuelle, sans possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, et les sanctions imposées à Moscou depuis 2014 seraient levées. Mais alors, quelles seraient les concessions russes? Question posée hier dans le bureau ovale. What concessions has Russia offered up thus? Voilà, je vais vous le mettre en grand au moment où Trump va répondre. Et la séquence ici, il faut mettre pause pour Monsieur le monteur et il faudra flouter le France 5 ou alors flouter tout autour et laisser juste l'image de Donald Trump si vous pouvez faire ça. Far to get to the point where you're closer to peace. Stopping the war, stopping taking the whole country. Pretty big concession. Voilà. On n'est pas là pour essayer encore de faire semblant qu'on peut battre la Russie ou que l'Ukraine peut battre la Russie ou que l'Ukraine peut faire quelque chose. Ici, il vous dit, les concessions des Russes, c'est de ne pas tout prendre. C'est de ne pas tout raser. Donc, vaut mieux t'arrêter maintenant que de tout perdre. Parce que c'était exactement la même occasion que l'Ukraine avait eue en avril 2022. Les Russes étaient prêts à arrêter là, dans les conditions qu'ils avaient négociées avec les Ukrainiens. Boris Johnson, Ursula von der Leyen, Biden ont donné la grosse tête à Zelensky. Il a fait le malin. Maintenant, on se retrouve quasiment 3 ans, jour pour jour après, avril 2025. Il y a quelques jours, proposition de paix fuite. Qu'est-ce qu'il vient dire? Nous, on veut faire aucune concession. La Crimée, c'est à nous. On va pas reconnaître quoi que ce soit. Tatati tatata. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à dire. Cela va au-delà de notre constitution. Il s'agit de notre territoire, le territoire du peuple ukrainien. Dès que nous commençons à parler de la Crimée, de nos territoires souverains, nous entrons dans un cadre voulu par la Russie, qui consiste à faire durer la guerre, parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord rapidement sur tout. Surtout, j'ai une vidéo pour vous ici, une pépite. On est dans les rues de Crimée et ce n'est pas un média occidental, n'importe lequel, qui a fait cette vidéo. C'est un média qui est le moins pro-Poutine ou le moins pro-Russie. Écoutez, ils sont dans les rues de Crimée et ils posent la question aux gens de Crimée si ils veulent revenir dans l'escarcelle de l'Ukraine. Et regardez la réponse. Et ici, ça dit NBC a arpenté les rues de Crimée. Résultat, pas un seul habitant ne se dit ukrainien. Tous russes, tous prêts à défendre leur terre contre Kiev. Mais l'Occident appelle ça une annexion. Quand un peuple choisit Moscou, l'Occident crie au scandale. La démocratie, c'est bien, sauf quand elle ne va pas dans leur sens. Regardez. Donc, vous reconnaissez ici NBC News. Regardez ce qu'ils disent. Is Crimea Russian or Ukrainian? Russian, Crimea конечно. is Russian. Да. Of course Russian. 73-year-old Praksovia tells me. Zelensky will not get Crimea back because we have our commander-in-chief, Putin. Every one of them told us that they are Russian and that if President Zelensky thinks Ukrainian forces can come here, they will fight them. President Zelensky has said that the Ukraine war started here and it will end here. But no one was able to tell us how it will end and how much more blood will be spilt. Voilà. C'est le journaliste occidental en Crimée qui vous dit que toutes les personnes qu'il a croisées dans la rue ont dit qu'ils sont russes, ils s'opposent à revenir en Crimée, et si l'armée ukrainienne vient en Crimée, ils vont les combattre. Pour que les gens de LCI qui disent que ouais, la Crimée, machin, nini. Là, vous avez compris, ce sont les habitants de la Crimée qui ont refusé le retour ou leur retour en Ukraine. Voilà.
Donc, avant de raconter n'importe quoi, oh, les faux référendums, les référendums c'est des faux, les gens qui disent ça, ou les gens qui répondent, ou les gens qui votent, et ils ont peur ou quoi que ce soit, non. Les 4 oblasts ont vraiment choisi de rejoindre la Fédération de Russie, et la Crimée, aujourd'hui, vous l'attendez. Les gens y vivent bien, et ils ne veulent pas attendre parler de l'Ukraine. Parce qu'ils se souviennent de l'Ukraine avant que ça devienne le chouchou de l'Occident. Qu'est-ce que c'était? C'est le pays le plus corrompu au monde où les gens n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit. La Russie, au moins, on sait ce qu'ils bossent. Tu sais là où tu peux aller te plaindre pour que les choses changent. La Crimée d'avant ou l'Ukraine d'avant, Zelensky n'a jamais été le boss de la Crimée. Et c'est même ça l'un des grands problèmes. Parce que s'il perd les oblasts là, qui est là où les gens qui l'ont mis en place ont tout leur argent et vont perdre leur argent, probablement qu'ils vont lui faire quelque chose. Voilà. Alors avant, je réponds juste sur une phrase sur le positionnement de Zelensky que j'ai bien expliqué, mais les oligarques qui sont autour de lui, en fait, en même temps, ils les protègent de par son statut, comme j'ai dit, en même temps, ils le tiennent parce que ce sont eux qui sont les patrons et les propriétaires des brigades de représailles, les Pravi Sector, etc. Ce sont des brigades privées, en fait, qui sont à eux. Donc, ils sont propriétaires des biens du Donbass. C'est pour ça que chaque fois qu'il a négocié quelque part, son premier prérequis... Sauf le Donbass est russe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça le problème, parce que tous ces oligarques, ils ont l'essentiel de leur pognon dans le Donbass. Donc, je suppose que comme ils se battent contre les Russes aujourd'hui, ils n'ont pas été négociés par derrière avec les Russes, ou peut-être l'ont-ils fait, la garantie de leur titre de propriété sur les biens qui vont être perdus. Et je pense que c'est une partie du problème. Parce que si les Russes leur avaient garanti ça, ils auraient lâché les Zelensky depuis longtemps. Bien sûr. Donc pour vous, la guerre peut continuer. On n'est pas à la veille de la résolution et de la paix. Je dirais que ça va dépendre en gros, de la façon dont on va réussir à convaincre les oligarques, parce que c'est l'autre acteur extrêmement important dans cette affaire dont personne ne parle. Mais en fait, c'est eux le problème. Ouais. C'est pour ça qu'il ne veut pas lâcher. Et donc, revenons-en à la fin de Patrick Cohen pour voir que s'il dit quelque chose d'intéressant. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war. Stopping taking the whole country. Pretty big concession. Voilà, la concession de Moscou serait de renoncer à envahir et à annexer toute l'Ukraine. Trump est donc ce champion de la négociation qui cède tout à l'agresseur et engueule l'agressé avant même que la discussion ne commence, et qui menace désormais de tout laisser tomber. Un mot encore sur cette interview à Time qui dit beaucoup de Trump, de son rapport au réel et à sa parole publique. Time lui dit, mais au fait, vous n'aviez pas promis de mettre fin à la guerre dès le premier jour de votre mandat. Réponse du président américain, j'ai dit ça au sens figuré et j'ai dit ça par exagération. Évidemment, les gens savent que quand j'ai dit ça, c'était pour plaisanter. Mais il a aussi été dit que ça allait prendre fin. Comme si lui-même ne sait pas que le premier frein à tout ce que les États-Unis ont essayé de faire ont été les Européens. Je vous rappelle, Kashkala ou Kala, ou je ne sais pas comment elle s'appelle là, comment à chaque fois elle disait « nous n'allons pas reconnaître, nous n'allons pas accepter », comme si c'était les Européens qui se battaient en Ukraine. La commissaire, soi-disant, de la politique diplomatique de l'Europe, qui est Natacha, je sais pas quoi là, je sais même plus comment elle s'appelle, Kashkana ou je sais pas quoi, the European Union will never recognize Crimea as part of Russia. US top diplomatique Kaja Kallas, voilà. La leader de la diplomatie américaine, enfin, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dit que l'Europe ne reconnaîtra jamais l'Ukraine comme étant un territoire russe, comme s'ils ont leur mot à dire. Et puis enfin, ça c'était le dernier point dans les conversations à Munich, les déclarations de l'envoyé spécial américain qui a expliqué que les Européens seraient tenus à l'écart des négociations entre Russes et Ukrainiens. Can you assure this audience that Ukrainians will be at the table
and Europeans will be at the table? Oh, well, you just changed the whole dynamic. Fergan, Victor, thanks for having us today. I appreciate it. The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course the Ukrainians are going to be at the table. I mean, it would be foolish to say they wouldn't. But when you say at the table, you have to define it. One of the things I'm driving towards is we've had a good – remember, this war has been going on now. We're heading into the third year. One of the things we haven't really gotten to are specifics. What does it really look like? And we talk a lot about it, and I will criticize, and I know I'm being very, very, political when I say this. But President Trump inherited this war right now, but our philosophy is not to continue this war to the death of every last Ukrainian. The intent is to stop the carnage, stop the war, make sure it's reasonable, making sure the sovereignty stays intact. But we're going to get to specifics about it. When you say sitting at the table, in all probability, there's really going to be one of the reasons I'm here is for the input, obviously. But when you sit at the table, there's two protagonists when you look at it, and there's one hopefully to be an intermediary. When you look at who are the protagonists and who's the intermediary? Well, I'm saying is it depends. Notice I'm being very diplomatic about it. I got my diplomatic hat, my passport in my pocket. The fact is, we're looking at, you can have the Ukrainians, the Russians, and clearly the Americans at the table talking, but we've got to have specifics to get to a point. Voilà. Il a dit, premièrement, contrairement à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, nous, notre but, c'est d'arrêter cette guerre avant le dernier Ukrainien. On ne veut pas aller jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et ici, nous n'avons besoin que de deux protagonistes à la table avec nous comme intermédiaires. L'Ukraine et la Russie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les Européens considèrent qu'eux, ils ont besoin d'être à la table. On aurait dit que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas capables de défendre leur souveraineté et leur intégrité par rapport aux Russes. Ou alors, Zelensky lui-même sait pourquoi il est dans cette situation, qu'est-ce qu'on lui avait promis ou qu'est-ce que lui espérait avoir et que pourquoi il semble aussi abattu maintenant qu'il sait que voilà, c'est fini. La réalité qu'on lui disait depuis des semaines, qu'il n'a pas les moyens de battre la Russie, se concrétise, puisque les États-Unis disent que voilà, nous, on ne va plus mettre les mains pour faire continuer cette guerre. Si vous voulez la continuer, ça sera par vos propres moyens ou avec les Européens. Et il sait bien que les Européens n'ont pas les moyens de pouvoir continuer cette guerre, surtout vu l'état de son matériel et de son armée. Les Américains seraient les seuls à l'arbitrer. Donc les Européens sont à l'écart de la négociation de la paix. Face à ses homologues de l'OTAN, le secrétaire d'État à la Défense a quant à lui jugé irréaliste l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance transatlantique et le retour aux frontières d'avant 2014. Des déclarations qui marginalisent l'Europe, grande absente des négociations entre États-Unis et Russie. À Paris, plusieurs ministres des Affaires étrangères tentent de remettre le vieux continent dans le jeu. L'assemblée des losers. Et nous allons voir qu'à la fin, ça va être encore plus important parce que Macron a convoqué tous les losers mis de côté par les États-Unis à venir se réunir aujourd'hui même, ce lundi, à l'Élysée pour pleurer le fait qu'on les a mis hors de la table. Il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens. Et les Européens ne pourront pas apporter leur concours s'ils ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre à la discussion. Non, vous serez associés à la paix. This agreements made behind our backs, it will simply not work because you need, for any kind of deal, any kind of agreement, you need Europeans to implement this deal. You need the Ukrainians to implement this deal. So, I mean, that doesn't also look good. If somebody agrees something and, everybody else says that, okay, fine, you have agreed, but we will not follow this. Ukrainians will resist and we will support them. Nous n'allons pas marcher. Ils ont embrouillé la tête de Zelensky qui, à cause de ça, a commencé à dire que nous défendons le monde libre, nous défendons la démocratie, nous défendons les Européens. Vous avez besoin de nous pour faire face à Poutine. C'est à cause d'eux que Zelensky est devenu bête et qu'il a loupé 2 chances de faire la paix avec la Russie et qu'aujourd'hui, maintenant, il a perdu tous ses atouts.
comme disent eux-mêmes. Il n'a plus de cartes. Déjà qu'il avait moins de cartes quand il est parti à la Maison-Blanche, mais là, il n'a plus du tout de cartes parce que, comme vous attendez, les Américains ne parlent plus d'accord sur le minerai. Ils s'en foutent. Et là où on voit que le soldat Zelensky, son navire est en train de prendre l'eau et qu'il est en train d'être lâché, vous vous souvenez du champion de la récalcitrance, du soi-disant le pays qui est le plus remonté contre Vladimir Poutine. Eh bien, voilà le président du pays le plus remonté contre Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Zelensky doit faire des concessions. Regardez. Depuis que les Américains ont montré qu'ils ne rigolent pas et qu'ils vont les laisser, et donc s'ils les laissent, ça veut dire que les Européens vont se retrouver face à la Russie, et bien comme par hasard, maintenant le discours change. Les Polonais, ils sont pour que Zelensky fasse des compromis, comme vous allez le voir ici. Musi być kompromis. To znaczy de facto ten pokój powinien w moim osobistym zdaniem sprowadzać się do tego, że żadna ze stron nie będzie mogła mówić, że wygrała tą wojnę. Bo każda ze stron w jakimś sensie będzie musiała ustąpić. No Ukraina też w jakimś sensie będzie musiała ustąpić, bo tak prawdopodobnie się to stanie. W jakim zakresie? Mnie jest trudno na ten temat. Voilà. Tout le monde parle de compromis, mais on a déjà compris, le compromis des Russes, c'est qu'ils vont arrêter de faire leurs efforts. Le compromis des Ukrainiens, c'est de satisfaire les exigences russes. Comme je l'ai toujours dit ici, comme Emmanuel Todd avait confirmé mon intuition ou mon analyse, les Russes ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas les garanties de ce qu'ils veulent. Là, vous avez attendu, dans ce que me propose Trump, c'est tout ce que les Russes ont pris sont à eux, et désormais, vous nous donnez la garantie que vous ne serez plus, ou vous ne rentrerez jamais dans l'OTAN. Et la chose qui me fait douter de la sincérité de Vladimir Poutine, c'est que pour l'instant, je n'ai rien attendu sur une certaine démilitarisation ou pas. En même temps, les réelles propositions américaines ne sont sues par personne, à part par ceux qui négocient. Les fuites qui sortent dans la presse, on ne sait pas si c'est exactement ça ou pas qu'il y a dans les données. Parce que Moscou, Vladimir Poutine, a le souci que si jamais il arrête cette guerre, l'Ukraine ne soit plus jamais ou pas en mesure de retenter encore la bêtise de se faire bourrer le crâne par les Occidentaux. Et ça passait par une démilitarisation de l'Ukraine. Et donc, si l'Ukraine reste armée, je ne pense pas que les conditions que les Russes veulent seront acquises. Mais en même temps, une chose est sûre, c'est que là, ils ont à peu près récupéré la majeure partie des 4 oblasts. Et dans les parties là qui restent là, probablement qu'on va établir la ligne de front là-dessus et il n'y aura pas de population. Ce qui veut dire que la prochaine fois où ça doit recommencer, eh ben, les Russes vont faire comme l'OTAN. Si vous regardez les images de l'OTAN quand ils sont rentrés en Irak, vous direz que les Russes, c'est des enfants de cœur. Et donc peut-être que c'est ça que les Russes vont donner en contrepartie de laisser une Ukraine militarisée. C'est qu'ils vont demander à ce que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN et qu'il n'y ait aucune troupe de l'OTAN en Ukraine. Ça aussi, ce n'est plus envisagé dans les dernières rumeurs qu'on a eues. Et donc, si jamais l'Ukraine devait recommencer ce tour-ci, il n'y aurait pas à réfléchir 2 fois pour frapper l'Ukraine. L'Ukraine serait frappée sévèrement. Et pour confirmer que les choses sont en train de changer, au-delà de la Pologne qui a changé d'avis, regardez qui aussi dit que maintenant nous devons peut-être accepter de faire des concessions. Vitali Klitschko, écoutez ce qu'il dit. Apparemment, c'est ce qu'il est censé dire dans cette vidéo. Donc, on va découvrir ça ensemble. With a solution right now, a lot of conversation about possible solution. And one of the scenario, what you say is to give up the territory. It's not fair
Voilà. Le problème, c'est que lui, ici, écoutez le langage qu'il dit. Pour la paix temporaire. C'est exactement le genre de conneries que les Russes ne veulent pas attendre. Parce que c'était exactement ça, les accords de Minsk. C'était des accords de paix, alors que eux, ils considéraient ça comme un accord temporaire pour se préparer au conflit qu'ils vivent actuellement avec la Russie. Écoutez bien ce qu'il dit ici, et lisez bien. Je vous le remets ici parce que ça allait trop vite. But for the peace, temporary peace, maybe can be solution. Temporary. Do you and President... Et ils croient que les Russes, c'est des idiots. Ils vont accepter des concessions temporairement pour qu'après ils reviennent encore au foutre, faire n'importe quoi. Zelensky, as you say, you are in charge of the nation's capital. Do you and he talk about what the answer might be? No. No. Should you? You're an important man. Maybe you should be invited. Tiens, c'est moi ou la journaliste est en train de lui monter la tête? Hey, ça commence à sentir le sapin, ça commence à sentir le boudin pour Zelensky. Il avait échappé la première fois. Après la première embrouille à la Maison-Blanche, vous vous souvenez, après la première embrouille à la Maison-Blanche, je vous ai fait une vidéo où le secrétaire à la sécurité américain, après qu'ils ont fait leur sauterie là à Londres, était venu le lundi, avait dit Zelensky n'est peut-être pas la bonne personne pour ces négociations. Et tout de suite après, derrière, on avait Londres qui disait que ils savent pas de quoi Macron il était en train de parler. Quand Macron il était là en train de dire oui, on a réfléchi à une proposition de paix qui est devenue rien aujourd'hui. Vous vous souvenez? Et ici, la journaliste a dit vous devriez parler avec Zelensky de la paix. Vous aussi, vous êtes un homme important. Aussi important que le président. Et regardez la tête de Klitschko. Il sent venir le coup de loin. President Zelensky don't think so. But you think so. You would like to be invited. It's not my function, first of all. Voilà. Donc, ça sent le moisi pour Zelensky. La preuve que ça sent le moisi. Écoutez, le plus va en guerre jusqu'à Mers, c'était Macron. Écoutez ce que Macron dit aujourd'hui. Quand on disait que c'était la Russie qui avait le dernier mot, souvenez-vous de toutes les paroles qu'a prononcées ce monsieur envers la Russie. Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui. Le ridicule de ça. Et on va conclure la vidéo avec son intervention. Moi, je ne veux pas aller dans les faux débats. Il a dit qu'il ne veut pas aller dans les faux débats. Lui. Qu'une seule voix maintenant à entendre et une seule réponse à entendre. Est-ce que la Russie dit qu'elle fait le cessez-le-feu? C'est tout. Vous avez parlé au président Trump? Vous allez lui parler? Je lui ai parlé il y a 24 heures, dans la nuit d'avant-hier à hier. Vous pensez qu'il peut réfléchir sur sa position ou qu'il reste sur des positions difficilement conciliables? Mais il veut trouver des accords. Et je le respecte tout à fait, et il veut un accord de paix complet, c'est le négociateur aussi. Mais je remets les choses dans le bon ordre. Il ne peut pas y avoir d'accord de paix s'il n'y a pas déjà un accord sur ce qu'il a obtenu du président Zelensky, qui était une avancée très forte du président Zelensky. Et je le dis avec ici... Regardez-moi ce menteur. Le truc qui me déplaît le plus chez les Occidentaux, c'est leur capacité à nier les choses qu'ils ont fait. Souvenez-vous que les premiers à avoir sorti cette idée de soi-disant imposer un cessez-le-feu complet sur la mer, le sol, sur la mer, la terre, il est partout là, c'était lui. C'était lui qui a vendu ces idées aux Anglais, qui sont partis le vendre à Zelensky, comme l'avait commenté Sergei Lavrov. Là encore, vous avez la vidéo sur ma chaîne, qui a dit qu'ils vont monter la tête à Zelensky pour que Zelensky accepte soi-disant leur proposition de paix, et ensuite ils iront le vendre à Trump pour voir si Vladimir Poutine va l'accepter. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à ce qu'ils reçoivent un fin de non-recevoir. Nous ne voyons aucune place pour un compromis.
Cette discussion est menée avec un objectif clairement hostile. Ils ne cachent d'ailleurs pas pourquoi ils en ont besoin. Macron, notamment, avec le soutien de Starmer. À mon avis, ils vont bientôt emmener Zelensky faire allégeance à Washington. Mais Macron et Starmer, comme ils décrivent leur plan, proposent de suspendre les hostilités pendant un mois, au moins dans les airs, en mer et contre les infrastructures énergétiques. Et pendant ce mois, déployer ces troupes tout en négociant les conditions de la paix. Si tu introduis des troupes sur un territoire, tu ne voudras probablement plus négocier des conditions, car tu crées des faits accomplis sur le terrain. Deuxièmement, lorsque ces sujets ont été abordés, par exemple, l'administration Trump, en réponse à des questions de journalistes, a commenté cette situation. Donc, ce genre de choses, surtout si on essaie de les qualifier de force de maintien de la paix, doit être discuté et faire l'objet d'un accord entre les parties. Ce que ni Macron, ni Starmer, ni les autres partisans de l'envoi de troupes en Ukraine ne mentionnent même pas. Nous considérons la présence de ces troupes sur le territoire ukrainien exactement comme nous considérions la présence potentielle de l'OTAN en Ukraine. Parce que, quels que soient les drapeaux sous lesquels cette opération est menée, que ce soit celui de l'Union européenne, les drapeaux nationaux des pays fournisseurs de contingents, ou les écussons sur les manches des uniformes, il s'agira toujours de troupes de l'OTAN. Bien que, à mon avis, les Irlandais aient même exprimé leur volonté d'envoyer leurs contingents, comme s'ils n'étaient pas membres de l'Alliance nord-atlantique. Le Canada, bien sûr, ne pouvait pas manquer à l'appel. L'Australie aussi. Une compagnie intéressante se forme. Nous ne resterons certainement pas passifs face à ce genre d'action. Cela signifiera, je tiens à le répéter, non pas une implication hybride supposée, mais une implication directe, officielle et non dissimulée des pays de l'OTAN dans la guerre contre la Fédération de Russie. Cela ne peut pas être toléré. Et surtout dans le contexte de la déclaration nerveuse de Macron hier, selon laquelle la Russie et l'Europe constituent une menace. Donc, si c'est une menace, alors ces troupes doivent être dirigées contre cette menace. Pourquoi? Parce que leur exigence de soi-disant un cessez-le-feu total, c'était sans aucune concession à la Russie. Ce type est fou. La réponse qui est, si je puis dire, le commencement à tout, c'est le cessez-le-feu inconditionnel que les Russes doivent accepter. Vous attendez, en plus, il continue avec sa bêtise. Hein. Le cessez-le-feu inconditionnel. Donc, ça veut dire que les Russes, ils n'ont pas à discuter, ils acceptent juste un cessez-le-feu. C'est incroyable. Donc, pas déjà sur la ligne du cessez-le-feu, sur la ligne de front actuelle. Toutes les autres questions sont des questions qui relèvent d'une négociation de paix qui doit ensuite se faire et qui prendront en compte les positions militaires, les questions territoriales, les questions sécuritaires. Mais alors même que la Russie continue de bombarder Kiev, on ne peut pas demander d'accepter ceci ou cela. Président, imaginez-vous à la place du président Zelensky. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire des gestes d'ouverture quand aujourd'hui sa capitale est bombardée? Soyons raisonnables. Voilà. Imaginez-vous à la place de Zelensky. Après avoir suivi Boris Johnson, Joe Biden, Macron, Starmer, Merz, et se retrouver maintenant à deux doigts d'être lâché par les Américains, avec les Polonais qui te lâchent, avec Klitschko qui n'est pas d'accord avec toi, avec les Français qui n'ont pas de quoi te soutenir militairement pour pouvoir résister à la Russie. Tu vas encore faire le malin? Surtout que lui-même, il a dit, et je vous remets ici au début, parce que c'est la séquence du début, moi je croyais qu'il allait le répéter à la fin, c'est la séquence du début qui est révélateur et qui dit tout. Écoutez bien ce qu'il dit ici au début. Et donc nous n'avons... Moi je ne veux pas aller dans les faux débats. Il n'y a qu'une seule voix maintenant à entendre et une seule réponse à entendre. Est-ce que la Russie dit qu'elle fait le cessez-le-feu? C'est tout. Voilà. Il n'y a qu'une seule voix à attendre. Est-ce que la Russie dit qu'elle fait le cessez-le-feu ou pas? La réponse, je pense, a déjà été donnée. Les cessez-le-feu inconditionnels imaginés, rêvés par Macron pour mousser sa population, c'est niette. Il aura fallu attendre la visite au Kremlin de son homologue biélorusse et une conférence de presse conjointe pour que Vladimir Poutine sorte de son silence au sujet de la trêve de 30 jours proposée par les États-Unis. L'idée en elle-même est bonne et nous la soutenons. Mais il y a des questions dont nous devons discuter et je pense que nous devons en parler avec nos partenaires américains, peut-être même au président Trump, l'appeler et en discuter avec lui.
Des réserves notamment autour de la question des livraisons d'armes à l'Ukraine. Des déclarations faites au moment également où l'avion de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff venait d'atterrir en Russie. L'envoyé spécial de Donald Trump vient détailler le contenu de cette proposition de trêve de 30 jours. Une arrivée également balisée par les propos quelques instants plus tôt de la diplomatie russe qui pour la première fois mettait des mots sur une éventuelle présence militaire étrangère en Ukraine. Qu'elle soit force de paix ou non, ce sera perçu comme un acte d'agression militaire. Tout cela est évident, familier et douloureusement clair pour nous. Car tout cela signifiera que ces pays seront impliqués dans un conflit armé direct avec la Russie, auquel nous répondrons par tous les moyens à notre disposition. Ici, je voulais vous montrer, comme encore d'habitude, faire le lien entre différentes séquences pour montrer que ce que j'ai dit ici sur cette chaîne, ce que Emmanuel Todd a lancé sur cette chaîne, ce que beaucoup d'observateurs ont dit, ont prévenu depuis le commencement de cette guerre, c'est maintenant ce qui est en train de se concrétiser. Et pour vous le dire même en des termes plus exacts, ici, quand vous regardez ça, c'est le Financial Times, l'Ukraine pourrait faire défaut de sa dette dès le mois de mai. L'Ukraine n'a pas réussi à parvenir à un accord avec les investisseurs sur la restructuration de 2,6 milliards de dettes. La publication a noté qu'en mai, l'Ukraine devra payer 600 millions de dollars de titres liés à son PIB. Le ministère ukrainien de Finances a confirmé que Kiev n'était pas parvenu à un accord sur la restructuration de sa dette et a noté que Kiev était prêt à mener les négociations constructives. Le pays est en train de partir en lambeaux. La fête est finie. Depuis que Trump il a coupé l'USAID et que l'argent a arrêté de pleuvoir, surtout qu'eux, ils avaient fait disparaître d'autres milliards, et bien là, le pays n'est même pas en capacité de payer une dette de 600 millions. Les carottes sont cuites. Zelensky a voulu se monter la tête avec les Européens et tout ça. Et bien maintenant, soit les Européens vont payer ça, soit la situation va juste devenir catastrophique. Et vous avez déjà compris, même au sein de l'Ukraine, il y a des gens qui ne sont déjà plus d'accord avec lui. Donc la situation peut très vite dégénérer. Et surtout moi, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est la concession, la reconnaissance de Donald Trump que les États-Unis ne peuvent rien pour l'Ukraine à part essayer de les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont en train de pousser l'Ukraine à accepter les concessions, certes difficiles, parce que ils savent bien qu'une fois qu'ils vont se retirer de ce dossier, derrière, ce sera la catastrophe. C'est pour cela que nous sommes en train de voir la Russie qui dit être de bonne foi dans les négociations. Parce que certes, ça va leur coûter de l'argent et encore des sacrifices si jamais ils devaient continuer cette campagne, mais au moins ils savent que la campagne sera beaucoup moins difficile qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Moins d'argent, moins d'effectifs et moins d'armes. C'est le combo parfait pour un effondrement de l'armée ukrainienne. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.